Le rapport 2025 de l'Organisation mondiale de la santé indique que plus de 11% de la population adulte vit avec le diabète. L'essence d'une telle maladie réside dans un trouble principal unique, l'augmentation de la teneur en glucose dans le sang. Aujourd'hui, le nombre de personnes atteintes de diabète augmente rapidement dans le monde entier. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes atteintes de diabète dans le monde a presque triplé. Tout au long de son histoire, la médecine a affirmé que la cause du diabète était une carence en insuline dans le sang. En fonction du degré d'implication de l'insuline dans le métabolisme, il existe deux principaux types de diabète. Le diabète de type 1, caractérisé par une dépendance à l'insuline, et le diabète de type 2, qui n'est pas insulinodépendant initialement. Le type 1 est le plus dangereux et le plus difficile à traiter. Le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, et les patients doivent donc prendre de l'insuline artificielle à vie. La maladie la plus courante est le diabète de type 2. Elle survient dans près de 9 cas sur 10. Dans ce cas, l'organisme ne peut pas utiliser efficacement l'insuline, bien que les cellules du pancréas la produisent en quantité suffisante. Les experts appellent ce phénomène la résistance à l'insuline, c'est-à-dire l'insensibilité des cellules du corps à la réception de l'insuline. La résistance à l'insuline peut à elle seule déclencher toutes les principales causes de décès: infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, cancer, stéatose hépatique, démence. Autrement dit, si l'on interprète les statistiques médicales, 2 tiers des patients présentent une résistance à l'insuline. Un taux de sucre élevé dans le sang ne signale pas toujours un dysfonctionnement du pancréas dans la production d'insuline. De même, une personne ayant une glycémie élevée ne présente pas forcément les symptômes du diabète. Le problème de l'approche actuelle des professionnels de la santé pour poser un diagnostic est que si un patient présente un taux de sucre élevé sur une longue période, le médecin, en examinant les résultats des analyses du patient, pourrait immédiatement y voir un problème pancréatique et diagnostiquer un diabète. Or, dans la moitié des cas, il s'agit d'un problème hépatique, le foie étant soit enflammé, soit endommagé. Dans ce cas, si le problème provient du foie et que le pancréas est sain, l'injection d'insuline artificielle peut provoquer l'atrophie des cellules pancréatiques, entraînant l'apparition d'un diabète de type 1 d'origine iatrogène. Dans les 50% de cas restants, un taux de sucre élevé est dû à un problème pancréatique. Pour comprendre l'utilité de la glycémie, il est essentiel d'examiner le rôle des organes internes humains. Un être humain est une structure vivante, composée de plus de 30 000 milliards de cellules chez un adulte. Les cellules se trouvent dans 2 espaces. L'espace matériel avec une gamme de fréquences d'énergie allant de 2 puissance 8 oscillations par seconde à 2 puissance 64 oscillations par seconde, et l'espace immatériel avec une gamme de fréquences allant de 2 puissance 64 oscillations par seconde à 2 puissance 96 d'oscillations par seconde. Les sensations des organes sensoriels humains concernent uniquement l'espace matériel. Le cerveau contrôle toutes les cellules du corps et établit une communication à une fréquence spécifique avec chacune d'elles. Pour fonctionner correctement, les cellules ont besoin de nutriments et d'hydratation. Les reins et la vésicule biliaire participent à la production des substances nutritives nécessaires aux cellules.
Les aliments provenant de l'extérieur sont décomposés par l'organisme en petites particules et molécules. Ce dont les cellules ont le plus besoin, c'est de l'énergie des atomes de ces molécules, et d'une petite partie matérielle des molécules elles-mêmes. Les cellules consomment des potentiels électriques, magnétiques et gravitationnels. Tous ces produits sont conditionnés dans des conteneurs. Le foie fabrique des conteneurs. L'un des types de conteneurs de livraison de nourriture, par exemple, est érythrocyte. La structure énergétique de l'érythrocyte suit le modèle TOR. Grâce au pancréas, qui agit comme régulateur des dimensions, du poids et du contenu des conteneurs libérés par le foie, toute charge est convertie sous une forme standardisée. L'ensemble des processus métaboliques, les échanges de rétroactions avec le cerveau et la production d'étiquettes d'adresse pour les conteneurs dépendent du fonctionnement du pancréas. Chaque conteneur est destiné à une cellule très spécifique, et aucune autre cellule ne peut normalement s'approprier le conteneur d'une autre cellule. Le lieu où tous les composants nutritifs sont rassemblés dans le conteneur est le cœur, ou plus précisément son oreillette droite. Il s'agit d'une sorte de magnétron, où la cargaison est conditionnée dans un conteneur, en l'espace d'environ une seconde. Le conteneur pénètre ensuite dans l'oreillette gauche, et est acheminé à l'adresse indiquée sur l'étiquette. Après le conditionnement, la majeure partie du conteneur contenant la cargaison 87% se transforme en un état immatériel, tandis que les 4% restants demeurent dans un état matériel, et constituent également la nourriture de la cellule. La glande à sucre sert à synthétiser le sucre. Celui-ci est invisible et indétectable par les instruments. Il fait partie de la structure énergétique du pancréas et existe à l'état immatériel. À quoi sert le sucre? Selon les sources originales de la nouvelle connaissance, le sucre est une structure d'hydrogène constituée de potentiels électriques sur une base gravitationnelle. Le support d'une telle structure est un bloc d'azote. Le sucre, avec les potentiels nécessaires intégrés dans le bloc d'azote, sert non seulement à nourrir les cellules vivantes, mais constitue également le carburant, nécessaire au canal nucléaire de la cellule vivante, où s'effectue le flux d'énergie, entre l'espace matériel de la cellule et l'immatériel. L'insuline contenue dans le sucre est un catalyseur des processus nucléaires dans la cellule. De plus, l'insuline constitue également une étiquette d'adresse, permettant d'acheminer un conteneur de sucre vers une cellule spécifique. La production d'insuline s'effectue dans le pancréas, sous le contrôle du cerveau. Le cerveau doit être capable de contrôler l'ensemble des potentiels de fréquence d'insuline, faute de quoi la livraison du conteneur ne pourra aboutir. Des troubles graves surviennent lorsqu'il y a des problèmes de connexion entre le conteneur à sucre et le cerveau. Les potentiels de nutrition cellulaire, qui ne sont pas contrôlés par le cerveau, constituent une bombe atomique pour une cellule vivante. Le cerveau commence alors à modifier les fonctions des voies de distribution, en altérant les potentiels de fréquence des reins, du pancréas et en effectuant d'autres actions. Un processus incontrôlé se déclenche, dans lequel les conteneurs de marchandises non réclamées et non utilisées précipitent sous forme de sucre, et se mettent à circuler, dans la circulation sanguine, jusqu'à ce qu'ils soient analysés par des techniciens de laboratoire. Ce processus incontrôlé est communément appelé diabète sucré. Dans les conditions d'un processus incontrôlé, les médecins tentent de stabiliser ce processus en introduisant de l'insuline artificielle obtenue, par exemple, à partir du pancréas de porc. À mesure que l'état de santé du patient se détériore, on commence à lui en administrer régulièrement. Il ne faut pas oublier l'essentiel. L'insuline artificielle est une structure qui ne possède pas de fréquence de communication avec le cerveau. Par conséquent, la cause du diabète, avec des signes d'hyperglycémie, et un diagnostic de diabète est précisément la perte de contrôle par le cerveau, tandis que la résistance à l'insuline, entre autres, en constitue déjà une conséquence, et aucun médicament ne peut rétablir ce contrôle. Il est possible de rétablir le contrôle dès les premiers stades du diabète en indiquant au cerveau ce qu'il doit faire dans de tels cas grâce au programme SVEPL.
Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans la monographie de Fyodor Skrudnev, Reconstruction de la réalité. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.